Il y a des gens ce matin qui ne pouvaient pas se présenter, qui ont demandé, qui ont dit que ce serait fort appréciable si vous pouviez l'enregistrer et le partager OK, après, s'il vous plaît. voilà, voilà, c'est parti. Donc, je vais partager mon écran. Ça va? Donc, vous voyez une page noire. C'est bon? Oui. Donc un problème, problème qu'on peut inventer, là, mais qui est vraiment utile aussi en pratique. Donc, un petit peu, je vais... Donc, ça serait, par exemple, hein, le cas où j'ai un autre type d'impureté dans un semi-conducteur, d'accord? Donc, mon Dieu, ça commence sérieux avec du rouge. Donc, supposons que j'ai une impureté ici qui a... donc, il y a 3 états possibles. Donc, les 3 états, ça serait, par exemple, vide, et puis occupé avec un spin-up, occupé avec un spin-down, puis on va donner une énergie 0 ici, puis une énergie epsilon ici, d'accord? Donc, si on veut calculer la fonction de partition de cette impureté-là, Z, il faut sommer sur tous les états possibles. Donc, sur les états R exponentielle de moins bêta ER. Donc, ça va être... il y a un premier état qui a une énergie 0. Donc, ça va donner un 1. Puis, j'ai 2 états qui ont la même énergie up-down, d'accord? Donc, je vais mettre plus 2 exponentielle de moins bêta epsilon. C'est bon? Donc, si maintenant, je veux calculer l'énergie moyenne, E, moyenne, ben, c'est moins d log z d bêta. Donc, ça va être égal à moins d bêta du logarithme de 1 plus 2 fois exponentielle de moins bêta epsilon. Donc, la dérivée d'un log, je n'ai pas trop de problème. Donc, ça donne moins 1 sur 1 plus 2 exponentielle de moins bêta epsilon. Puis ensuite, il faut que je dérive donc l'intérieur ici. Il faut que je dérive. Donc, il faut que je dérive l'argument ici. Donc, ça va donner un moins epsilon fois 2 fois l'exponentielle de moins bêta epsilon, parce que la dérivée d'une exponentielle, c'est égal à l'exponentielle fois la dérivée de l'argument. Donc, dérivée est toujours par rapport à bêta, donc j'ai un signe moins. Et puis, voilà. Donc, ça va pour la dérivée ou il y a plus de détails? Non, je pense que ça va. OK. Donc, ça donne 2 epsilon fois l'exponentielle de moins bêta epsilon sur 1 plus 2 fois exponentielle de moins bêta epsilon. Donc là, on fait juste s'amuser pour écrire ça autrement. Si je multiplie par une demi exponentielle 1, si je multiplie par exponentielle de bêta epsilon sur 2 au numérateur et au dénominateur, ben, ça va donner donc epsilon sur une demi
plus exponentielle de moins bêta epsilon. Tout le monde est d'accord et tout le monde comprend ici l'idée du 2. C'est juste parce que j'ai raccourci, là, plutôt que de compter chaque état, j'ai utilisé le fait que c'était dégénéré. Donc, ça, c'est plus bêta epsilon. Donc ça ressemble à la distribution de Fermi-Dirac, mais d'habitude, c'est un 1 plutôt qu'une demi qu'elle a. Donc, si on l'avait fait, vous voyez, si on avait eu un autre cas, autre exemple, si on avait eu 4 états, c'est-à-dire, par exemple, là, ce que j'ai fait de pas correct, c'est de ne pas mettre de potentiel chimique parce que le nombre de particules est variable. Donc, en fait, ici, il suffit juste de remplacer epsilon. Ça devrait être partout epsilon moins mu. D'accord? Parce que le nombre de particules, vous voyez, est 0 dans un cas, 1 dans l'autre. Donc, il faut vraiment mettre le potentiel chimique. C'est pas comme le problème de l'impureté, ou le problème de l'impureté que vous aviez. C'est juste qu'il y avait toujours une particule, puis elle pouvait prendre 3 orientations. Le spin pouvait être up, 0 ou down, mais là, c'est le spin qui peut être up, 0 ou down. Donc, c'était vraiment la fonction de partition qu'il fallait calculer. Ici, c'est la grande fonction de partition qu'il faut calculer, donc j'aurais dû écrire ici parce que le nombre de particules est variable. Donc, vous voyez déjà, j'ai ma première erreur. Est-ce que c'est clair? Vous voyez la différence entre les deux cas? Ici, j'ai toujours le même nombre de particules, c'est juste qu'elles prennent une orientation différente. Ici, le nombre de particules est différent. Donc là, ça veut dire que je suis en contact avec un réservoir, pas seulement de chaleur, mais de particules, parce qu'on peut en rajouter pour en enlever. Donc, juste pour vérifier que je vous ai bien suivi, là, les Oui. 3 étapes possibles, c'est pas sur une seule particule, c'est sur un ensemble, c'est C'est ça? ça, c'est sûr. OK, OK. C'est que la façon dont il faut voir ça, c'est que dans le cas du problème qu'on vient de faire, c'était mon impureté, j'avais mon impureté. Oups. Donc, j'ai mon semi-conducteur, puis j'ai une impureté. Et puis, ben là, ici, il y a plein d'électrons qui se promènent. Donc, tous les bords, puis il y en a qui peuvent avoir des spin-up, des spin-down. Ce qui fait que l'impureté, cet état-là, ça c'est un état quantique. Cet état-là, il peut être soit vide ou occupé par une particule. Donc, si vous voulez, ça ici, ça agit comme un réservoir. Un réservoir de chaleur et de particules. Donc, quand on dit un réservoir de chaleur, ce qu'on veut dire en réalité, c'est qu'on peut échanger de l'énergie. D'accord? Avec l'environnement. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est plus clair? Donc, je vais faire un autre exemple dans cet esprit-là, ici. Ça serait...
dans le cas, autre exemple, donc, on peut avoir une énergie 0 ou on peut avoir un électron up, un électron down avec une énergie epsilon. Puis, on peut aussi penser à un niveau atomique, d'accord? Le niveau atomique qui peut être occupé par deux états, up-down. OK? Alors, à ce moment-là, la grande fonction de partition, ça va être, donc, j'ai l'exponentielle de moins bêta donc, j'ai l'exponentielle de moins bêta, puis j'ai le premier état ici, il y a une énergie 0, puis il y a un nombre de particules 0. C'est bon? Donc, le premier état, c'est ça. Donc, le deuxième état, c'est avec le spin up ou down. Bien, il y en a deux qui ont la même énergie. D'accord? Puis ici, je vais mettre une énergie 2 epsilon ici. Parce qu'il y a deux électrons dessus. Donc, ici, sur ces deux états-là, ici, ça va me donner un terme 2 fois exponentielle de moins bêta epsilon moins mu. D'accord? Parce que j'ai deux états qui ont la même énergie, puis n vaut 1 ici. J'ai juste une particule dans les deux cas. Et puis, j'ai un autre terme dans ma somme qui va être exponentielle de moins bêta fois 2 epsilon moins 2 mu. Ça, c'est ce terme. Oups. Ça, c'est ce terme-là ici en vert. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, ça, c'est égal à... Oups. Donc, ça, c'est égal à 1 plus 2 fois exponentielle de moins bêta epsilon moins mu plus exponentielle de moins 2 bêta fois epsilon moins mu. Bon, puis là, on peut continuer à travailler avec ça, il n'y a pas de problème, mais je vais plutôt le réécrire de la façon suivante. Je vais écrire 1 plus exponentielle de moins bêta epsilon moins mu au carré. Vous voyez que ça, ici, ça donne bien la ligne d'en haut. Si vous faites la multiplication. C'est bon? Donc, ça veut dire que si je veux calculer E moins mu n, il faut que je calcule D moins D log psi D bêta. Donc, ça va donner... Donc, j'ai mis en évidence, toi que j'ai mis en évidence, ça me simplifie l'affaire. J'ai le log de quelque chose à la puissance 2, c'est 2 fois le log, donc je peux mettre le 2 en avant. D bêta du log de 1 moins exponentielle, 1 plus exponentielle de moins bêta epsilon moins mu. Voilà.
Donc, ça donne, ça donne moins 2, 1 sur 1 plus exponentielle de moins bêta, epsilon moins mu. Puis ensuite, il faut que je dérive le numérateur. Donc, quand je dérive le numérateur, quand je dérive l'argument du logarithme, ça va me donner ici, par rapport à bêta, ça va me donner epsilon moins mu. Puis, ça va enlever le signe ici. Là, ça va simplifier le signe ici. Puis, il va rester évidemment l'exponentielle, l'exponentielle de moins bêta, epsilon moins mu. Voilà. Donc, ensuite, quand je multiplie numérateur et dénominateur par l'exponentielle, ça va me donner epsilon moins mu fois 2 sur exponentielle de bêta epsilon moins mu plus 1. Quand je multiplie par exponentielle de plus bêta epsilon moins mu, numérateur, dénominateur. Donc, la quantité 1 sur exponentielle de bêta epsilon moins mu plus 1, ça s'appelle la distribution de Fermi-Dirac, que vous allez utiliser beaucoup dans le cours suivant. Donc, mettons que je veux calculer l'entropie maintenant de ce truc-là. Donc, il y a plusieurs façons de calculer l'entropie. Disons que je veux utiliser la règle S égale moins K Boltzmann fois la somme sur les états de la probabilité d'avoir un certain état R fois le log de la probabilité d'avoir un état R. Donc, ça, c'est valable dans tous les ensembles, hein, canonique, grand canonique, peu importe. Donc, maintenant, dans l'ensemble grand canonique, probabilité d'avoir l'état vide, hein, l'état 0, ben, c'est 1 sur xi. La probabilité d'avoir un spin-up, c'est égal à la probabilité d'avoir un spin-down, qui est égal à exponentielle de moins bêta epsilon moins mu sur xi. Excusez, là, les courriers électroniques, ça a tendance à rentrer chez nous. Et puis, donc, l'autre probabilité, donc c'est la probabilité d'avoir probabilité d'avoir up-down, ben, c'est exponentielle de moins 2 bêta epsilon moins mu sur ici. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, voyez, on retourne à ce calcul-là, finalement. C'est-à-dire qu'on se souvient que la distribution de probabilité grand canonique PR, c'est égal à l'exponentielle de moins bêta fois l'énergie dans l'état R moins mu fois le nombre de particules dans l'état R sur la grande fonction de partition. Donc, c'est ça que j'ai utilisé ici. Puis en haut, on a calculé la grande fonction de partition. Ici, c'est égal à 1 plus exponentielle de moins bêta epsilon moins mu au carré, si ma mémoire est bonne. On va aller voir. C'est ça ici. D'accord? Donc là, on est prêt à calculer l'entropie. Oups, excusez.
Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez des questions? C'est très clair. Donc là, on va évaluer ça. Donc, on a nos probabilités ici. Donc, l'entropie, ça va être égal à moins KB. Donc, le premier terme, c'est P0 log de P0. D'accord? Donc, j'ai 1 sur ici log de 1 sur la grande fonction de partition. Ensuite, j'ai plus. Donc, là, je vais avoir 2 fois le même terme parce que la probabilité pour le spin-up et la probabilité pour le spin-down, c'est identique. Donc, je vais avoir un 2 ici, exponentielle de moins bêta, epsilon moins mu, donc ici, fois le log de exponentielle de moins bêta, epsilon moins mu, sur ici. Et puis, finalement, j'ai le dernier terme qui est plus exponentielle de moins 2 bêta epsilon moins mu sur ici fois le log d'exponentielle de moins 2 bêta epsilon moins mu sur ici. OK. Donc, comment est-ce qu'on peut simplifier, ça pour ne pas se casser trop la tête? J'aurais dû le faire pour un seul spin, mettons spin-up, et puis ensuite, avec l'entropie, juste multiplié par 2. Ça aurait été plus simple. Donc, la chose qu'on peut faire, en fait, c'est se débarrasser du log de... Vous voyez, il y a 1 sur xi qui apparaît partout ici. Et puis, en avant du log de xi, il y a la probabilité. Hein? Ici, c'est la probabilité, la probabilité. Puis la somme des probabilités, c'est égal à 1. Donc, j'ai un terme qui va être égal à... J'ai un terme qui va être égal à KB log de xi. Parce que le log de 1 sur xi intervient partout. Hein, le log d'un produit, c'est la somme des logs. Et puis, le log de 1 sur xi, c'est moins le log de xi. Puis la somme des probabilités est égale à 1. Donc, je peux me débarrasser du 1 sur xi. Puis, ensuite, il va me rester donc moins KB fois 1 sur
ici que je peux mettre en évidence. Fois. Donc, il me reste le log de 1 qui est 0. Ensuite, le log d'exponentiel, ça va me donner moins 2 bêta epsilon moins mu. Et puis, le dernier, ça va donner ça a l'air très bizarre, ça, comme réponse. Fois l'exponentielle de moins bêta epsilon moins mu. Puis j'ai un dernier terme qui est moins 2 bêta epsilon moins mu fois l'exponentielle de moins 2 bêta epsilon moins mu. Donc, qui est égal à KB log de xi plus KB fois 2 bêta epsilon moins mu fois exponentielle de moins bêta epsilon moins mu plus 2 fois plus exponentielle de moins 2 bêta epsilon moins mu. Donc, qui est égal à KB log de 1 plus exponentielle de moins bêta epsilon moins mu au carré plus KB fois 2 bêta epsilon moins mu exponentielle de moins bêta. Bon, ensuite, c'est juste des simplifications, là. 1 plus exponentielle de moins bêta epsilon moins mu. Ça va? J'ai une petite question pour vous par rapport à un résultat comme ça. Pardon? J'ai une petite question pour vous par rapport à obtenir un résultat comme ça. Oui. Parce que ça donne, puis c'est peut-être parce que je m'en souviens pas, mais quand on a une fonction de partition comme ça, est-ce qu'il y a une interprétation physique directe qu'on peut faire d'un Oui. genre de Donc, résultat? oui. Donc, C'est peut-être ma mémoire qui fait défaut, là, auquel cas vous m'excuserez, non, j'espère. Mais... non, correct. Donc, ce qu'on a appris, c'est que donc, J, hein, qui est DJ, qui donne DJ égale moins F dt moins P dV moins N d mu, où J est égal à E moins TS plus PV. Cette quantité-là, J, est donnée par moins KBT log de xi. Donc, on aurait pu obtenir l'entropie S simplement en faisant moins la dérivée par rapport à bêta. Pardon. Moins la dérivée par rapport à la température de J. Hein, parce que vous voyez ici, dJ est égal à ça. Donc, S égale à moins ddt de J, qui est égal à moins ddt de moins kBT log de xi. Donc, ça, il y a un premier terme qui donne kb log de xi, qui est le terme qu'on avait ici.
directement. Puis ensuite, on a plus KBT. La dérivée du log de xi par rapport à t, c'est 1 sur xi fois la dérivée par rapport à bêta de xi fois d bêta dt. OK? Est-ce que vous me suivez? Oui. Oui, oui, oui. C'est bon? Oui. Donc, d bêta dt, c'est moins 1 sur kb t carré. Donc, ça fait moins... le kb disparaît. J'espère qu'on va le retrouver plus tard. Puis 1 sur 1 sur t. Puis ensuite, il me reste 1 sur xi fois la dérivée par rapport à bêta de xi. Puis j'ai toujours mon terme plus kb log de xi. Puis ensuite, donc ça donne moins 1 sur t, 1 sur xi. Il faut que je dérive par rapport à bêta xi qui est égal à 1 plus exponentielle de moins bêta epsilon moins mu au carré plus kb log de xi. Donc ça donne moins 1 sur t. Donc, dérivé par rapport à bêta du carré, il va y avoir un facteur 2 qui va intervenir à cause du carré. J'ai le 1 sur xi qui est toujours là. Et puis, quand je dérive par rapport à bêta, ce qu'il y a dans la parenthèse, donc il y a le 2 qui est arrivé. Ensuite, il va me rester 1 plus exponentielle de moins bêta epsilon moins mu. Puis ensuite, j'ai la dérivée de ce qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse qui va me donner moins epsilon moins mu fois l'exponentielle de moins bêta epsilon moins mu. Donc ça, c'est juste la dérivée du carré qu'on voit ici. Il y a le 2 qui est arrivé en avant. Donc, il reste ça une fois qu'on est dérivé. Puis ensuite, il faut dériver ce qu'il y a à l'intérieur de cette parenthèse-là. Donc, ça donne moins epsilon moins mu fois l'exponentielle. Donc, on est content parce que le moins disparaît. C'est pas drôle. L'entropie, il faut que ça soit positif. On a eu des problèmes. Donc, ça donne kb log de xi. Et puis là, j'ai un problème parce que normalement, il faudrait que j'aille un kb en avant de tout ça. Où est-ce qu'il est mon erreur? Est-ce que vous voyez où est-ce que je me suis planté? Mais pourquoi le deuxième terme, il n'y a pas de kb? Le premier terme, en dessous de votre ligne rouge, là, le premier terme, il n'y a plus de kb. Pourquoi il n'y en a pas, là? Parce que j'ai utilisé le fait que d bêta dt, attendez un petit peu, je vais le faire dans une autre couleur ici pour pas qu'on se mêle. Donc, j'ai utilisé le fait que d bêta dt, c'est égal à moins 1 sur kb. Ok. Ok, ouais, je comprends. Donc, malheureusement, on a perdu un bêta là, un kb là. Puis, je ne l'ai pas récupéré.
je continue, puis on va comparer avec ce qu'on avait en haut. Donc ici, ça donne plus. Hein, je l'écris en rouge parce que c'est probablement faux. J'ai 2 fois epsilon moins mu sur T ici. Puis ici, j'ai exponentielle de moins bêta epsilon moins mu fois 1 plus exponentielle de moins bêta epsilon moins mu. Bon, si je compare avec ce qu'on avait en haut, c'est rendu loin. On dirait que j'ai obtenu la même chose. 2 bêta, ça va me donner 1 sur kbt. Le kb va disparaître. Il me reste epsilon moins mu, exponentielle de moins bêta, exponentielle moins mu, fois 1 plus exponentielle de moins bêta, epsilon moins mu. Ça sollicite la mémoire pas mal, là. Mais je pense que c'est exactement ce que j'ai trouvé ici, là. Ah, il manque le xi. C'est le xi au dénominateur qui est plus, qui n'est pas ici. Donc, le xi, il est égal à 1 plus exponentielle de moins bêta epsilon moins mu au carré. Donc, ça enlève un des 1 plus exponentielle de moins bêta epsilon moins mu. Ce qui fait que ce n'est pas la même chose que ce qu'on avait en haut. Il faut que ça soit la même chose. Aidez-moi, là. Ah, OK. C'est le xi qui est ici qui est disparu, là. Il faudrait qu'il soit encore ici. C'est bon? Tout le monde est d'accord? Il n'y a pas de réponse unanime. Oui, non. Tout le monde est endormi. Non, ça a l'air d'être ça. Ça a l'air d'être ça, hein? Oui. Donc ici, j'ai 1 sur xi aussi. Puis, si je compare avec ce que j'ai obtenu ici, là, j'ai exactement la même chose. Ça doit être bon. C'est bon? Donc, il y a une autre façon de... Bon, là, ça me prendrait... Il faudrait que je travaille fort pour arriver à ces résultats-là, là, mais à la fin, il y a moyen de réécrire tout ça d'une autre façon. C'est-à-dire que si on regarde la distribution de Fermi direct, donc autre réécriture, j'ai la réponse, là, je ne le ferai pas, mais parce que c'est un peu l'algèbre qui va nous prendre du temps pour rien, là, mais le résultat physique est intéressant. Si je regarde F, la distribution de Fermi-Dirac, qui est 1 sur exponentielle de bêta epsilon moins mu plus 1, qu'on peut interpréter comme la probabilité que l'état soit occupé. Mais à ce moment-là, l'entropie, S, on peut l'écrire comme KB, puis un facteur 2 parce qu'il y a spin-up et spin-down qui sont indépendants. Donc, je peux l'écrire comme 2KB fois la probabilité que l'état soit occupé, fois le log de la probabilité que l'état soit occupé, plus la probabilité que l'état soit vide, fois le log de la probabilité que l'état soit vide. Donc,
il y a moyen de... La façon la plus simple, c'est de partir de ce résultat-là ici, puis de montrer que ça donne la même chose que ce qu'il y a en haut. Je ne le fais pas, là, mais vous pourrez le vérifier. Je suis pas mal confiant dans le résultat d'en haut parce qu'on l'a obtenu de deux façons différentes. C'est bon? Donc, Oui, c'est bon. est-ce que je peux faire d'autres choses? Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voudriez éclaircir? L'entropie, ça a été un de nos thèmes favoris. Hein? Donc, quand on avait, par exemple, DE égale TDS moins PDV, bien, on a vu que, donc, si je connais l'énergie en fonction de T et V, bien, je peux obtenir l'entropie, c'est-à-dire, je peux obtenir la température 1 sur T. Attendez, E comme fonction de l'entropie et du volume, ou si vous voulez, l'entropie en fonction de l'énergie et du volume, parce qu'on a vu qu'on peut, en principe, inverser cette relation-là. Si je connais E de SV, je peux trouver S de EV sans ambiguïté. Donc, je peux trouver 1 sur T comme étant égal à DS DE à V constant. Puis, ben, si j'ai plutôt, par exemple, DF qui est moins S dt moins PdV, donc plus mu dn, ben, je peux trouver S à partir de moins df dt à V et N constant. Puis, on a vu aussi des relations de Maxwell. Donc, par exemple, à partir de ce potentiel thermodynamique, l'énergie libre de Helmholtz, on peut obtenir que ds dv à t et n constant est égal à dp dt à v et n constant. Puis ça, c'est une des relations qu'on a utilisées très, 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 très souvent. Donc, en fait, c'est nécessaire pour la cohérence thermodynamique. Tiens, supposons que j'ai la chaleur spécifique à volume constant, qui était ds dt à volume constant. Puis, supposons que j'ai P en fonction de T et V. Bien, il faut qu'il y ait une relation entre ces deux-là. Pourquoi? Bien, parce que si je regarde la dérivée par rapport à V de CV, bien, c'est égal à T fois D, dV, dF, dt. Puis ça, c'est égal à T, D, dt, ds, dv. D'accord? J'ai juste interverti l'ordre pour les dérivées croisées. Donc, ça, c'est égal à T, D, dt de dp, dt. En utilisant la relation de Maxwell qui est ici. Donc, c'est égal à T, d carré P, dt carré. C'est cool. Ça veut dire que si quelqu'un vous donne une chaleur spécifique en fonction de T et V, puis une pression en fonction de T et V, ben, il faut que cette relation-là soit satisfaite. Sinon, il y a quelqu'un qui s'est trompé quelque part. Ça marche? Quand cette relation-là est satisfaite, ben, on peut toujours calculer l'entropie, par exemple, si je connais quelque chose en fonction de T et V,
ben, ds est égal à ds dt à volume constant dt plus ds dv à température constante dV. S'il n'y a pas de... Hein, si on est un nombre de particules fixes, par exemple, j'ai une mole. Donc, si je veux trouver l'entropie entre un état initial TI, VI, puis un état final TF, VF, à ce moment-là, il faut que je fasse donc l'intégrale de CV sur T dt, d'accord? Parce que T ds dt à V constant, c'est ça. Puis, si ce que j'ai, c'est plutôt la pression, mais ce que je vais vouloir faire, c'est l'intégrale ici de dp dt dv en utilisant la relation de Maxwell. Bon, puis maintenant, ce que j'ai écrit, ça ne veut rien dire tant que je n'ai pas défini une trajectoire. Donc, dans le plan TV, si je vais d'un volume initial VI, une température initiale TI, à une température finale, puis un volume final VF, TF, ben là, il faut que je prenne un chemin ou l'autre pour arriver au résultat. Donc, je pourrais y aller sur une diagonale, là, mais ce qui est le plus simple, c'est de prendre, par exemple, soit un chemin comme ça, ou un chemin comme ça. Puis, justement, si cette relation-là, ici, est satisfaite, les deux chemins vont donner le même résultat. Puis, comment est-ce qu'on fait ces intégrales-là? Bien, si on est sur le chemin rouge, par exemple, bien, je suis à T constant, puis il y a le volume qui varie. Donc, je peux prendre cette partie-là ici. Donc, on a presque fini, là, donc je passe ça vite, là, mais je vais vous donner un peu une idée de comment ça marche. Donc, sur le chemin 1, par exemple, qu'est-ce qui varie? C'est le volume. Donc, si quelqu'un m'a donné la pression, juste à la dériver par rapport à la température, puis intégrer sur le chemin 1, c'est une intégrale unidimensionnelle. Tout le monde sait faire ça. La température, si la température apparaît là-dedans, ben, je fais juste la remplacer par TI, c'est une constante. D'accord? Il y a juste le volume qui varie. Puis ensuite, ça, c'est le chemin 1. Puis là, ensuite, quand je fais le chemin 2, là, c'est le contraire. C'est la température qui varie, puis le volume qui est constant. Donc, sur le chemin 2, il y a juste cette partie-là qui contribue sur le chemin 2, sur la partie 2 du chemin, je devrais dire. Et puis, quand je vais faire l'intégrale, V, ça va être une constante. Si le volume apparaît dans la chaleur spécifique, ben, j'ai juste à la remplacer par V final. D'accord? Mais T, c'est une variable. Donc, T, ça varie. Donc, c'est juste une intégrale unidimensionnelle. Dans tout ce qu'on a fait dans le cours, il y avait toujours, on n'était jamais pris avec ce problème-là, mais en général, quand on fait ces intégrales-là, c'est ça. C'est comme ça qu'on les fait. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est très clair, merci. Donc, jeudi après-midi, je vais être disponible tout l'après-midi sur Zoom à partir d'1h30. Ça marche. Et puis, donc, à l'examen, il va y avoir Chloé. Vous allez être divisé en deux, comme à l'intra. Donc, il va y avoir Chloé, puis il va y avoir Mohamed Eskandri, qui est un étudiant de Patrick Fournier, qui va être là. Puis, moi, je vais venir aussi. Je vais rester dans le corridor, pas très loin. Si vous avez des questions, vous pouvez venir me voir. D'accord? Ça se peut que je m'absente quelques minutes, mais en tout cas, si je ne suis pas là, vous allez juste revenir quelques minutes plus tard, puis je vais être là. C'est bon? Oui. OK.
Fait que c'est ça, là. Ramassez vos questions pour jeudi après-midi, puis on discutera. OK. Bye-bye. À bientôt. Merci. Merci. Bye bye. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Merci d'être venu. Merci.